Salut, c'est Alexis, je suis un des cofondateurs de Contournement qui propose des formations pour apprendre à faire des sites web et des applications sans coder. Alors c'est aussi une communauté de gens qui sont passionnés par la création de projets numériques sans avoir à écrire une ligne de code. Et donc on a décidé de faire un podcast dédié à ce sujet, au sujet du no-code, comme on appelle ça. Et on va vous parler au fil des épisodes de toutes ces technologies, de tous ces outils, de tous ces procédés, de toutes ces approches qui permettent de lancer des projets sans avoir forcément de développeurs à portée de main, sans avoir à écrire du code, sans avoir à apprendre à coder, mais en utilisant les bons outils au bon moment. Et on va commencer ce premier épisode avec un outil qu'on aime beaucoup, qui est vraiment emblématique dans l'écosystème no-code, c'est Bubble. Et donc on a eu la chance qu'Erwan, le cofondateur de Contournement, de nous entretenir pendant une demi-heure avec Emmanuel Straknoff, le cofondateur de Bubble, qui nous a livré toute la vision derrière ce projet. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Où est-ce qu'on va? Et quelle est la vision qu'il a de ces technologies pour le grand public aujourd'hui. Voilà, je vous laisse avec cet entretien. J'espère que ça vous plaira, autant que nous, ça nous a plu en tout cas de l'enregistrer. Allez, c'est parti. Bonjour à tous les deux, bonjour Emmanuel. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions pour le podcast de Contournement. On va discuter un peu de no code et puis surtout de Bubble, donc le projet, l'outil que tu as cofondé il y a 7 ans maintenant. Donc, tu vas nous dire un petit peu d'où ça vient, où est-ce que ça va, quelles sont vos actualités. Et bonjour Erwan, donc qui m'accompagne dans ce podcast. Bonjour. Emmanuel, est-ce que tu veux peut-être commencer juste par nous présenter Bubble en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc effectivement, c'est une boîte que j'ai lancée avec mon associé ici à New York il y a à peu près un peu plus de 7 ans maintenant, avec la vision qui n'a pas changé depuis, qui est que tout le monde devrait être en mesure de pouvoir créer des applications. Et alors, quand je dis application, en gros, c'est du logiciel au sens large. Donc, ça peut être sur le web aujourd'hui, donc pour créer ce qu'on appelle des web applications en anglais. Donc, un site qui fait quelque chose du type, je sais pas, Airbnb ou Facebook, pas par opposition à un site, un blog ou quelque chose comme ça, qui est un site beaucoup plus statique, mais à terme dans n'importe quelle plateforme concrètement. Donc ça peut être des applications de téléphone, le prochain médium, je sais pas si ce sera l'Apple Watch ou des choses comme ça. Et donc on a commencé avec cette vision-là il y a 7 ans, essentiellement sur la base d'une expérience de Josh, qui est mon associé, avant que je le rejoigne, qui était juste à New York et tout le monde lui demandait de les aider à lancer des startups. Et il se retrouvait à dire non à toutes les idées concrètement, certaines qui étaient pas stupides. Et à un moment, il s'est dit c'est quand même un vrai gâchis qu'il y ait tant de gens qui aient tant d'énergie à allouer à des projets qui soient juste pas en mesure de le faire. Et donc il a commencé à travailler tout seul au début 2012 et je le rejoins après quelques semaines alors que je terminais un MBA que je faisais aux États-Unis. Et donc ça a pas beaucoup changé en fait depuis 7 ans en termes de vision produit et d'équipe. Déjà l'équipe fondatrice c'est la même, et d'utilisateurs à qui on parle. Donc aujourd'hui, 7 ans plus tard, c'est évidemment le produit est beaucoup plus avancé et on est beaucoup plus gros, mais concrètement on s'adresse à des gens principalement non techniques qui ont des idées qui veulent lancer, soit pour des projets personnels, soit pour des boîtes, soit quelque chose qu'on voit de plus en plus, des gens qui nous utilisent à l'intérieur de plus grandes organisations, là où une application pourrait faciliter la vie des employés concrètement et l'IT n'a pas le temps de le faire. Et ils lancent ça sur notre plateforme, donc en utilisant notre éditeur visuel pour créer l'application dont ils ont besoin. Et après, on exécute tout sur notre cloud. C'est-à-dire que c'est une solution complètement intégrée au sens où une fois qu'on a commencé à créer quelque chose sur nous, il n'y a plus besoin de s'embêter avec les serveurs et des choses comme ça. Tout ça marche automatiquement. Et donc voilà ce qu'on fait avec aujourd'hui un peu plus de 300 000 utilisateurs. Donc ça commence à atteindre une taille sympathique. Erwan, toi, quand est-ce que tu as découvert Bubble? Moi, Bubble, j'ai découvert, du coup, je pense 1 an après les balbutiements. À l'époque, je venais de cofonder Simplon.co, donc une structure dans laquelle on formait au développement web des débutants et notamment des personnes en situation de précarité ou qui n'avaient pas de diplôme ou autre. Et en voyant ça, je voyais un petit peu mon rêve s'accomplir parce qu'auparavant, c'est en 2009, j'avais monté une agence web dans le cadre de laquelle parfois j'étais pas un grand développeur pour ma part, c'était plutôt mes potes, je voulais livrer des sites sans coder. J'explorais Squarespace, je regardais de près un peu tout ça et puis je me disais si on pouvait faire des applis, ce serait quand même dingue. Donc c'était la grande époque où tout le monde s'éprenait de mobile et de plus en plus de gens commençaient à avoir des idées de start-up, voulaient monter le Twitter de X ou le Airbnb de X. Puis quand j'ai vu Bubble, j'ai fait c'est quoi ce truc? J'ai testé. Puis un jour, j'ai reçu la newsletter de Bubble qui te disait apprenez à faire Twitter, un clone de Twitter en une journée ou une semaine, je sais plus.
Et là, j'ai répondu en anglais, j'ai fait well, guys, your rocks, your tool rock. Puis là, le mec me répond en français, il me dit ouais, t'inquiète, je suis un Français à New York, en fait, je m'appelle Emmanuel. Et en fait, j'avais identifié Simplon aussi, ce que tu fais, parce que j'avais dit aussi que certainement beaucoup de potentiel pour former des débutants là-dessus. Sachant qu'à l'époque, nous, avec Ruby, Rails, on se disait waouh, ça donne plus facilement accès à des développements plus puissants. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Emmanuel. Donc Bubble, j'ai découvert assez tôt, et c'est vrai qu'en suivant au fur et à mesure, c'était assez impressionnant de voir comment, en tant que bootstrapper, parce que vous avez bootstrappé à l'origine, aussi une petite équipe, vous avez réussi à créer un produit qui est d'une part très évolué, enfin j'imagine la complexité technique derrière, ça doit être assez mortel, et qui soit par ailleurs assez orthodoxe, c'est-à-dire que quand on s'en sert, c'est vrai qu'on voit des logiques de programmation assez classiques, quoi, ça se sent que c'est pas du Wix où tu entasses des trucs, où il y a du code généré dégueulasse derrière, non, il y a une logique et une robustesse que je trouve assez hallucinant, donc félicitations. Merci, oui. Et le point que tu mets sur la programmation est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on n'a pas peur de dire aux gens que ça reste des programmeurs, simplement pas des codeurs. Ce qui est un peu différent de la plupart des autres outils no-code sur le marché qui, au contraire, essayent de s'en tenir éloignés. Et d'ailleurs, assez naturellement, parce que quand on regarde des outils, par exemple, comme Webflow, qui sont très bien, mais il n'y a pas vraiment de programmation derrière. Et le flip side, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que le revers de la médaille, c'est qu'il y a pas que ça fait pas grand chose. Dès qu'on veut permettre aux gens de faire des choses sophistiquées, il y a de l'apprentissage et donc c'est de la programmation, simplement c'est de la programmation sans code. Quand tu dis pas de programmation sur Webflow, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonctionnalité qui relève, on va dire, de dynamique, d'aller chercher dans une base de données, mais il y a quand même une sophistication assez poussée sur le fait de faire du front avancé. Mais il faut apprendre à utiliser l'outil, mais donc on n'est pas dans une position de se demander alors là, si l'utilisateur clique ici et qu'il est enregistré, voilà ce qu'il faut faire, sinon voilà ce qu'il faut faire. C'est ce genre de logique qui, pour moi, est la logique plutôt marrante. C'est-à-dire que typiquement d'utiliser Photoshop, c'est pas de la programmation. Webflow est beaucoup plus proche de l'utilisation de ces sites pour designers, concrètement. Oui, c'est plus profond, mais on va dire que tu peux programmer au sens propre du terme avec Bubble sans coder. Avec Webflow, tu peux développer des interfaces en fait riches, mais sans la logique derrière. C'est ça, sans la logique de programmation programmatique. C'est exactement ça. Rien. Ouais, non, je pense que c'est le paradigme justement de programmation visuelle est vraiment quelque chose d'hyper intéressant et vraiment qui permet de sortir un peu des lignes de code à tout prix et de dépasser ça et de faire des choses pour pouvoir être accessible au plus grand nombre. C'est intéressant d'ailleurs de mettre le point sur ça parce que c'est assez difficile, même ayant pas mal formé sur découvrir les technologies, même des développeurs en herbe débutants, de faire comprendre la différence entre code, programmation, développement, interface et tout. Enfin, ces outils-là, juste la petite parenthèse pédagogique, le fait de mettre un peu les doigts dans des outils type Squarespace, Webflow ou autre, versus des outils comme Bubble, voire j'ai envie de dire des outils comme Zapier, ça permet de faire comprendre la différence justement entre programmation, code, front. Exactement. Et alors, du coup, et tu disais, il y a quand même une prise en main sur Bubble. Enfin, il faut vraiment rentrer dedans. Vous avez des tutos qui sont hyper intéressants en 10 étapes. Comment, toi, tu recommandes aux gens de découvrir Bubble ? Alors déjà d'arriver avec l'état d'esprit qu'il va falloir apprendre, ce qui est quelque chose qu'on essaie de communiquer beaucoup quand les gens s'enregistrent, on leur dit vous allez avoir des tutoriels ou des choses comme ça, mais généralement je déconseille de se lancer tout de suite, c'est-à-dire ça y est, je vais lancer mon app maintenant. Je pense qu'il faut se dire que ça va prendre 2-3 heures pour comprendre un peu comment les choses marchent. Effectivement, commencer avec les tutoriels qu'on a. Moi, chaque tutoriel prend entre 5 et 7 minutes, donc c'est assez rapide et on en a 11, donc c'est pas non plus énorme. Je recommande même de les faire 2 fois parce que la première fois, on a une flèche où on montre où il faut cliquer. La deuxième fois, on a les instructions sur la flèche. Et généralement, notre expérience et ce qu'on voit dans nos analytics très clairement, c'est que c'est à ce moment-là que les gens commencent vraiment. Les gens qui font les leçons 2 fois, ça se passe beaucoup mieux après en termes de prise en main. Et une fois qu'on a fait ça, là, par contre, il faut donc ça prendra peut-être entre 2 et 3 heures. Et là, on peut commencer à se lancer et créer son application. Quand les gens créent leur application, je recommande toujours en fait de commander sur c'est très vieille école, mais de commencer sur papier en fait, et de faire ça au crayon, de commencer à schématiser les différents écrans dont ils ont besoin. C'est-à-dire que la plupart des gens aujourd'hui, quand on utilise tous Airbnb sur son ordinateur, comme ça, on est tous relativement sensibles aux produits, mais ça demande quand même un petit effort pour le structurer bien. Et mon expérience, c'est que c'est plus facile de le structurer sur papier et donc de se demander, voilà, alors je vais faire mon application, j'ai besoin de combien d'écrans? Là, voilà, l'écran utilisateur va mettre son email et son mot de passe avec un bouton. Et une fois qu'on a fait ça va assez vite en fait. C'est-à-dire que
une fois qu'on a une vision assez claire dans sa tête de ce qu'on veut construire, honnêtement, c'est 10 minutes par page, hein, c'est assez rapide. Mais une fois qu'on a fait ça, après, c'est ce qu'on commence à implémenter dans Bubble, où là, c'est littéralement, c'est assez bête en fait, hein, c'est vraiment recopier ce qu'on a sur le papier et de le faire sur l'écran. Ce sera pas forcément super joli au début, mais il faut pas trop s'inquiéter de ça. Il faut essayer de le faire joli après. Ça, c'est ma recommandation. Et après, ça se passe beaucoup mieux. Les gens qui se jettent directement sur l'écran pour commencer à construire quelque chose, généralement, c'est plus difficile. Et j'ajouterais même que, et c'est un peu d'ailleurs toute l'idée de la façon dont on conçoit nos formations chez Contournement, c'est de se dire, en effet, bon, matérialiser des écrans, ça permet d'enlever de l'abstraction que peut demander le fait de construire une application et différents parcours, mais aussi le fait d'être dans une optique un peu lean, de se dire quel est le minimum vital, parce que j'imagine qu'il doit y avoir des gens aussi qui, en ayant Bubble, comprennent les bases, puis ont envie de faire des espèces de monstres fonctionnels où ils ont envie de faire à boire, à manger, horoscope et météo. C'est-à-dire quand tu as l'occasion d'avoir autant de possibilités, tu as envie de tout utiliser, ce qui est la pire pratique du monde quand tu crées un produit, une première brique, un MVP. Oui, alors c'est la pire pratique du monde. Les gens le font effectivement beaucoup, beaucoup. En même temps, moi je trouve ça, quand les gens commencent à créer des applications qui ressemblent un peu quand même à Frankenstein ou l'application que beaucoup d'autres choses, c'est assez gratifiant aussi de mon point de vue parce que nous depuis le début on a fait le pari de permettre aux gens de faire à peu près ce qu'ils voulaient plutôt que de les contraindre. Oui. Donc là encore, la différence par rapport à un Webflow ou à Squarespace, c'est que c'est très contraint. Donc c'est toujours joli, mais c'est très contraint. Nous, vous commencez sur une page blanche, vous pouvez faire ce que vous voulez, d'un point de vue design, mais aussi d'un point de vue fonctionnalité. Et donc quand je vois des gens qui passent des heures à faire des trucs que j'ai du mal à comprendre, à première vue, je comprends pas trop ce que ça fait tellement il y a de fonctionnalités, je me dis, on a quand même créé un truc là qui marche, en tout cas qui est assez exactement ce qu'on voulait faire à la base. Mais c'est pas forcément la meilleure pratique. Après, blague à part, pour nous, je pense que c'est vraiment notre rôle en tant qu'outil même si les gens font ça, il faut que ce soit quand même scalable et que ça marche, quoi. Oui, c'est ça, c'est à eux, charge à eux après d'adopter la bonne méthode, lean, ou alors d'être bien accompagné là-dessus. Mais en termes d'apprentissage aussi, le fait de faire un peu n'importe quoi dans un bac à sable, j'imagine aussi les vertus pédagogiques que ça peut avoir. Ouais, ça c'est une des choses qui est quand même aussi hyper intéressante avec Bubble, c'est du fait de l'environnement, de pas avoir de risque, de bugs, on peut pas compiler entre guillemets quelque chose qui ne fonctionne pas, on est guidé, on n'est pas contraint effectivement comme tu dis, par contre on est guidé quoi. Alors là pas entièrement pour être honnête, c'est-à-dire que et c'est d'ailleurs pour ça que nous quand on crée une application sur notre système, on a ce qu'on appelle un debugger, donc pour permettre aux gens de débugger leur application, parce qu'il existe des bubble bugs, c'est-à-dire que vous pouvez quand on crée une application, on peut faire des erreurs. Si les actions dans nos workflows ne sont pas dans le bon ordre, on n'aura pas le comportement espéré, et donc c'est un bug. Alors, c'est pas un bug dans le code, mais c'est un bug dans l'application. C'est d'ailleurs pour en revenir à ce que je disais au début, la programmation, et que nous, c'est de la programmation par rapport à d'autres sites, c'est que j'ai envie de dire, n'importe quel outil no-code qui n'a pas de débugger n'est pas vraiment de la programmation, parce que dès qu'il y a de la programmation, il y aura des difficultés, des bugs et des comportements qui ne seront pas les comportements espérés et qu'il faudra réparer. Et c'est pas grave, et c'est très bien. C'est pour ça qu'on dit à nos utilisateurs, une des premières choses qu'il faut, quand on commence à avoir compris comment l'éditeur marche et tout, c'est de se familiariser avec le debugger, de familiariser avec le debugger, parce qu'il faut, quand on sait utiliser le debugger, on économise un temps fou, parce que de toute façon, il y aura des comportements qui seront pas les bons comportements au début, toujours. Oui, bien sûr. Non, mais je pensais à des choses comme, je sais pas, quand on spécifie le type d'un repeating group, ensuite on peut pas aller chercher dans la base de données, enfin, on a une alerte si on cherche dans la base de données quelque chose qui est d'un autre type. Exactement. Alors, nous, c'est là où la distinction est assez subtile. Nous, on tient la main de l'utilisateur pour les empêcher de faire des erreurs qu'on peut. Donc, effectivement, si un groupe est censé avoir un utilisateur en données qu'il représente et qu'on essaie de mettre autre chose, ça va pas marcher. Ça, on peut le flaguer. En revanche, les bugs dont je parle, c'est vraiment les bugs où, en fait, on s'est trompé dans sa logique, dans ces différents workflows généralement. On a une condition sur une action qui est pas la bonne. Au lieu d'avoir mis égal, on a mis supérieur. Et du coup, ça ne fera pas ce qu'il faudra faire. Et c'est ce genre de choses que notre debugger pourra aider à identifier. Bien sûr, vraiment le côté fonctionnel de la programmation. Vous ne pouvez pas mettre à la place de l'utilisateur dans son cerveau pour savoir ce qu'il veut vraiment faire. Exactement. Mais vous pouvez en tout cas lui simplifier la vie. Donc ça, c'est chouette. Moi, j'avais une petite question, savoir un peu quelles justement étaient les choses les plus impressionnantes que tu avais vues, que des gens avaient créées avec Bubble. Alors, je ne te parle pas forcément des startups les plus connues, même si tu peux les citer également. Enfin, voilà, Non, mais on va parler plutôt de projets plus marrants. Le
Le projet le plus touchant, ça va paraître un peu larmoyant, mais le truc le plus touchant qu'on a eu, je crois, c'est un utilisateur qui nous a envoyé un email pour nous raconter son expérience quand il a créé une app pour permettre à son voisin de gérer, de coordonner avec les infirmières de l'école de son fils son traitement pour son diabète. Et il disait, il y a pas de logiciel sur le marché. Le mec, il habitait loin de l'école, c'était compliqué de parler au téléphone et tout avec les infirmières. Et du coup, il a créé une petite web app qui payait pas de mine, hein, qui était pas très jolie, mais qui faisait le job. Et il disait, ça, j'ai pu faire ça grâce à Bubble, alors que je suis pas un développeur. Et du coup, et mon voisin, et son fils, et l'infirmière est très contente. C'est le genre de petits projets qui, pour moi, sont un bon exemple de ce qu'on fait, parce que on dit aux gens, vous pouvez lancer des boîtes, des startups sur Bubble sans coder. C'est vrai, mais j'ai envie de dire, c'est pas forcément même la vision la plus profonde du truc. La vision la plus profonde, c'est que tout le monde a des besoins qui pourraient rendre plus facile et se simplifier la vie par la technologie. Et il n'y a pas beaucoup d'outils aux gens qui permettent de le... Et si on ne sait pas coder, concrètement, on n'a pas accès à ça. Et c'est très triste parce que c'est vraiment là que tout le progrès est en ce moment en termes de qualité de vie. Alors parfois, ça a des conséquences négatives sur certains outils, mais typiquement, on est un père de famille et on n'arrive pas à se coordonner avec l'infirmière pour les médicaments de son fils. C'est un vrai problème. Et il n'y a pas forcément d'outils sur le marché pour ça, pour faire exactement ce dont tu as besoin. Et le mec, son voisin l'avait fait pour lui. C'était sans doute le projet le plus touchant. Après, on a d'un point de vue plus traditionnel startup, on a quelques exemples qui commencent à vraiment bien tourner. Il y a une startup à Paris qui s'est lancée sur nous, qui a fait pas mal parler d'elle et de nous d'ailleurs, parce que le fondateur parle pas mal de ses débuts sur Bubble, qui s'appelle Comet, qui est une marketplace pour les développeurs, les gens en data avec les grandes boîtes. Et donc, ils ont lancé leurs produits entièrement sur Bubble au tout début, avant de commencer à scaler agressivement et de lever pas mal d'argent et tout. Aux États-Unis, on a 3 boîtes qui sont quand même passées par Y Combinator, qui est probablement l'incubateur au monde le plus connu, et qui se sont lancées pareil sans ingénieur. Donc non, ça commence à bien prendre. Après, on est sur un business comme la plupart de nos utilisateurs sont des startups et que les startups ne marchent pas toutes, ça c'est la définition d'une startup. Il en faut pas mal pour qu'on commence à avoir quelques cas qui explosent, mais ça commence à venir, donc c'est cool. Après, si je puis me permettre, l'un des intérêts du no-code, c'est justement de pouvoir se planter d'autant plus vite et d'autant plus pertinemment que ton investissement en temps, en argent, technique sera moindre que si tu devais monter le truc en ayant à chercher des développeurs que tu vas engager sur plusieurs mois, par exemple une agence, et puis si tu tombes de plus haut versus si tu te débrouilles pour faire ton MVP avec un outil no-code toi-même, tu pourras itérer plus rapidement et tu tomberas de moins haut si tu te rends compte que les gens ne veulent pas de ton produit, quoi. Exactement. Et j'ai presque envie de dire que c'est, alors ça c'est plus pour les entrepreneurs que pour les gens qui créent une application pour des besoins personnels. Mais pour les entrepreneurs, c'est presque encore plus la valeur du no-code. Et pas tellement qu'il n'y a pas besoin de coder, c'est que ça permet d'itérer beaucoup plus vite. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une seule boîte au monde dont le produit IT est à jour des contraintes business qu'ils ont. Parce qu'il y a toujours concrètement 3 et 6 mois de lag entre, là, on a un besoin business et après, il faut que les ingénieurs, le product manager, le designer, tous ces gens-là qui vont faire des trucs et ça va prendre beaucoup de temps et du coup, on est toujours derrière. Et alors, il y a certaines organisations pour lesquelles on est derrière en années et ça, c'est assez tragique. Et le no-code résout ce problème-là de façon assez impressionnante parce que concrètement, de créer quelque chose sur une plateforme comme Bubble va 10 fois plus vite que taper du code aujourd'hui. En plus d'être plus accessible. Tout à fait. Et juste pour en revenir à l'exemple que tu donnais là du voisin avec la petite application pour son diabète, j'avais lu dans une interview que tu disais, je trouve ça vraiment intéressant, c'est le côté se réapproprier les moyens de production du web, donner la possibilité à tout le monde de faire des choses en ligne. Exactement. Il y a une démission sur laquelle on était tombé très d'accord quand on s'est rencontrés. C'est très fort quand même cette fois. Oui, c'est une dimension sociale en fait au no-code aujourd'hui qui est de rendre accessible quelque chose qui est très nécessaire aujourd'hui pour quand même réussir dans sa vie professionnelle. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et les autres tentatives qui étaient juste, c'est pas difficile, on va juste mettre tout le monde au code et tout se passera bien. Dans les faits, on voit bien que ça marche pas, c'est pas pour tout le monde. Ça reste assez chiant quand même le code. J'en fais encore. Il y a des gens qui aiment ça, mais c'est clairement pas pour tout le monde. En revanche, ce besoin de créer des automatismes programmés est quelque chose qui est de plus en plus nécessaire, plus ou moins pour tout le monde, parce que c'est vraiment là que les gains de productivité se font. Donc malheureusement, ça dépend des opinions politiques de chacun, mais on est dans un monde où la productivité et les améliorations de productivité est très nécessaire, parce que sinon, les forces de marché sont très difficiles.
Et comme les gains de productivité se font par la technologie, ceux qui sont pas en mesure de créer ça vont avoir énormément de problèmes pour trouver des boulots dans le futur. Et il y a même un autre effet aussi dans le côté social qui est important, c'est-à-dire que aujourd'hui le coût des développeurs, et concrètement ils sont chers partout, alors ils sont plus chers aux États-Unis qu'en France et qu'en France qu'en Inde, mais concrètement partout c'est quand même assez cher, fait que si on a un problème qu'on veut résoudre par de la technologie, il faut que ce problème, à moins de pouvoir le faire soi-même, génère assez d'argent pour payer tout le monde. Et donc concrètement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits, de communautés où on pourrait imaginer qu'un service en ligne ou une petite app pourrait simplifier la vie des gens. Et comme le marché est petit, personne ne le fait parce que c'est juste pas soutenable. Oui. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui à avoir essentiellement des startups qui essaient de résoudre des problèmes pour les jeunes entre 20 et 30 ans riches, concrètement, qui habitent dans les grandes villes. Parce que c'est ces gens-là qui peuvent payer, donc c'est ces gens-là qui font que le business model est soutenable. Et donc, si on diminue le coût d'accès à la technologie, ça enlève ce problème. C'est-à-dire que si on multiplie le nombre de gens qui peuvent développer, alors ça continue à prendre du temps hein, sur Bubble, c'est pas instantané, mais il y a beaucoup plus de gens qui peuvent le faire et ça va 10 fois plus vite. Donc concrètement, le coût est probablement réduit entre 50 et 100. Ça fait que l'opportunité n'a pas besoin d'être aussi grande, elle peut être 100 fois plus petite pour que ça vaille quand même le coup. Créer une app à l'échelle d'un lycée, par exemple, il y a plein de gens qui peuvent le faire parce que tous les élèves peuvent être formés à ça et savoir le faire, alors qu'aujourd'hui, c'est des choses qui ne se passent pas concrètement. J'aurais une question pour rebondir là-dessus, parce que là, on parle du fait de donner des outils très productifs à des outils, donc à des structures qui n'auraient pas eu les moyens techniques ou financiers ou autres, comme des assos par exemple, de simplifier, d'améliorer la vie des gens avec du logiciel. Mais est-ce que, parce que se réapproprier les moyens de production quand même dans le système, dans le vocable marxiste, c'est aussi un moyen de pouvoir, de prendre le pouvoir. Est-ce que dans 10 ans, on peut pas s'imaginer que la commoditisation, la démocratisation de la production de logiciels par le no-code, ça donnerait l'occasion aussi peut-être de sortir de certains services aujourd'hui monopolistiques. On parle tout le temps des GAFA, mais il y a quand même beaucoup d'autres. Il y en a d'autres. Hein. Donc, est-ce que... J'espère. J'espère. Après, faut pas être hypocrite non plus. C'est-à-dire que si nous, ce qu'on fait marche bien, on sera un de ces acteurs-là. Disons que nous, on est plus une couche en dessous, et donc on est moins visible à l'utilisateur final. Donc, mais bon, malheureusement, la technologie est faite pas mal. Les monopoles ou les très gros acteurs sont assez naturels. Alors, nous, si on réussit, effectivement, il y aura moins de très gros acteurs pour le social, mais il y aura un très gros acteur pour la plateforme no-code qui va gagner, si tu veux. Et après, ça suppose d'être... ça va pas dispenser les gens d'éthique, en particulier quand ils travaillent pour ces entreprises-là. Il faudra que les efforts éthiques sont toujours là. Par contre, c'est vrai effectivement que si quelqu'un n'est pas satisfait, donc les services qui ont plus tendance à impacter la vie des gens, c'est pas Bubble, mais les sites qui sont lancés sur Bubble, ces gens-là seront beaucoup plus décentralisés et seront beaucoup plus locaux. Oui, on peut imaginer. Oui, ça donne l'occasion d'une concurrence un peu simplifiée, notamment à des niveaux plus locaux ou plus. Exactement. Ça m'amène à une petite question qu'on a souvent, en fait, quand on fait des ateliers, donc qu'on présente Bubble, on fait souvent des petites démos. Les gens nous demandent souvent, mais alors, où sont mes données? Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que c'est compatible avec le RGPD? Enfin, bon, il y a un flou un petit peu du fait que, les gens nous demandent aussi, est-ce que je peux récupérer le code source? Est-ce que je peux le faire sur Bubble et puis après l'héberger moi-même? Il y a un peu de flou autour de ça. J'imagine que c'est des questions un peu que tu as aussi régulièrement. Oui. Après, je peux aider à répondre à ces questions. On prend tout ce qui est sécurité très au sérieux parce que comme on a commencé à avoir des boîtes sur nous qui ont levé beaucoup d'argent, enfin celle qui a levé le plus, elle a quand même levé plus de 300 millions. Et en plus, elle est dans le secteur du fintech, ce qu'on appelle consumer finance, c'est-à-dire les gens qui vendent des prêts aux individuels aux États-Unis. C'est le genre de choses qui sont très sensibles d'un point de vue sécurité, parce que c'est beaucoup de données personnelles des gens. Donc, les choses sont faites sérieusement de notre côté. Et d'un point de vue réglementation, les données, alors ça dépend. Aujourd'hui, on est hébergé aux États-Unis, donc si vous ne payez pas un plan particulier, les données sont pas en Europe. En revanche, pour les gens pour qui ça commence à devenir un problème, et pour être honnête, ça commence à devenir un problème quand on commence à avoir une certaine taille, parce que le RGPD ne va pas embêter un lycéen qui crée une app pour faire joujou au début. Ils ont d'autres chats à fouetter. Là, on a un plan spécial qui permet d'être hébergé en Europe. Généralement, les gens choisissent l'Irlande parce que c'est moins cher, mais il y a un data center à Paris. Concrètement, on peut être n'importe où où Amazon a des serveurs parce qu'on est monté sur Amazon. Ok. Et alors,
C'est quoi un peu là, du coup, l'avenir de Bubble, justement? Tu évoquais un peu de devenir vous-même indirectement un peu un GAFAM, mais on va dire à plus court terme, quelles sont les nouveautés qui nous attendent? Les nouveautés. Donc nous, on a bootstrappé pendant 7 ans, donc on était entièrement autofinancé pendant longtemps et on a levé des sous il y a 4-5 mois, ce qui nous permet de monter une équipe un peu plus grosse parce que on était autofinancé, mais quand même très sous-staffé. C'est-à-dire qu'on n'avait pas beaucoup de monde, on n'avait pas assez de monde. Donc là, en ce moment, on est en train de monter l'équipe parce qu'il prend pas mal de temps, mais pour commencer à avoir une vraie vélocité de développement que on avait au tout début parce qu'on était que 2, mais aujourd'hui, vu la taille de notre communauté, on peut plus se permettre de pousser les choses aussi rapidement. Donc il faut commencer à faire beaucoup plus de testing et de choses comme ça. Donc on travaille sur ça. Et d'un point de vue business, les nouveautés, on a un nouveau design pour l'éditeur qui va sortir, qui va pas changer l'UX grandement. Donc ça va pas être un grand changement pour nos utilisateurs, mais ça va être un changement visuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on a un design qui n'est pas tout à fait au niveau de qualité que le produit a, pour être très honnête. Et donc c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis déjà 2 ans et que donc on commence enfin à s'y mettre aujourd'hui. Et d'un point de vue évangélisation, donc point de vue produit pour les 3-4 prochains mois, c'est probablement ça la grande nouveauté. On a beaucoup travaillé sur de scaling sur la base de données parce qu'on commence à avoir des utilisateurs qui deviennent très gros et donc il faut être sûr que les choses marchent bien at scale comme on dit, donc à large échelle. Et ça prend beaucoup de temps d'ingénierie. Et d'un point de vue plus business, on commence à investir beaucoup plus sur la communauté et l'évangélisation, donc beaucoup plus de production de contenu, alors en anglais évidemment, mais bon, quand même. On commence à mettre en place ce qu'on appelle un ambassador program, juste depuis le début développé sur la communauté, donc pour donner en fait une structure plus claire aux membres les plus actifs de notre communauté pour qu'ils puissent représenter Bubble localement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça en fait. À Paris, typiquement, il y a quelqu'un qui tient le meet-up de Bubble parisien. À peu près tous les mois, il organise un meet-up, donc il est vraiment très impliqué dans la communauté et on veut trouver une façon d'associer ces gens-là de façon un peu plus formelle. On salue Lucien d'ailleurs au passage, qu'on connaît bien aussi à Paris. Et qui était à notre dernier meet-up d'ailleurs. Et on sera là au prochain meet-up de Bubble la semaine prochaine. La communauté est structurée. Elle commence à se structurer. Voilà, c'est ça le truc intéressant, c'est que la communauté, en fait, c'est structurée un peu toute seule, ce qui est très bien, en fait, c'est le mieux, c'est le plus organique. Mais la raison pour laquelle on veut commencer à faire un ambassadeur programme, c'est que je pense qu'il faudrait leur donner des moyens de communication avec nous plus directs. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire pour que les gens puissent faire plus de choses quand ils décident d'être fans de Bubble, parce que nos utilisateurs sont très fans, concrètement. Et donc il y a beaucoup plus, il y a un travail d'évangélisation qui est beaucoup plus facile quand c'est la communauté qui le fait, parce que quand c'est un ami qui recommande à un ami, on est beaucoup plus, les gens croient beaucoup plus que notre proposition de valeur est réelle que si c'est moi qui le fais moi-même. Moi, je vends ma soupe. Mais c'est sûr. Nous, par exemple, on forme pas que à Bubble, on a une formation aux outils no-code qu'on estime être fiables, puissants et accessibles. Mais c'est vrai que quand on fait nos workshops de sensibilisation, même quand on parle, quand on commence à être interviewé sur le sujet, c'est sûr que d'en parler, ça évangélise, et plus tu as de billes, plus tu as d'éléments pour valoriser le produit que tu valorises, donc aussi ton produit à toi, quoi. Alors, dans la feuille de route, est-ce que vous avez quelque chose par rapport au déploiement sur les stores? J'imagine que c'est quelque chose pour les applis mobiles, je veux dire. Je suppose que c'est quelque chose qui revient souvent. J'ai vu un peu sur les forums que ça revient très souvent. C'est clairement sur la roadmap. Je peux pas dire quand, pour être honnête. C'est pas un travail de quelques semaines. C'est probablement d'ici 1 à 2 ans. Il y a beaucoup de choses à faire avant d'arriver à là. Mais non, j'espère qu'on va le faire. C'est clairement quelque chose que tout le monde demande. Et d'ailleurs, là-dessus, donc il y a la communauté, mais il y a aussi l'écosystème, j'ai envie de dire, de ce qui se construit avec Bubble. Tu vois, par exemple, de notre point de vue, quelque chose qui peut être encore plus démocratisant et surpuissant, c'est tout ce qui est app préconçu et modifiable, framework en quelque sorte, de type zéro code. Par exemple, faites le Airbnb for X, faites le Uber for X. Ça, aujourd'hui, en termes de maturité, en termes de devenir, en termes de peut-être même de vous proposer des choses, où ça en est ça? Comment vous le voyez? C'est une part entière de notre stratégie, que ce soit pour des plugins ou moi on appelle pas ça un framework aujourd'hui, on appelle ça un template, ou c'est ce que Zero Code par exemple va vendre. C'est quelque chose on le supporte. On crée pas les templates aujourd'hui nous-mêmes, donc c'est quelque chose qui se fait entièrement par la communauté. Mais c'est de toute façon, j'ai envie de dire plus pour les plugins que les templates, mais quelque chose qui est absolument nécessaire si on veut arriver à ce qu'on essaye de faire à long terme, qui est devenir la plateforme
centrale où tout le monde développe, parce qu'on va pas développer toutes les fonctionnalités nous-mêmes. À un moment, c'est juste pas faisable. De même que Windows n'avait pas développé toutes les applications, ou iPhone, pareil, macOS, ne développe pas toutes les applications dont les gens ont besoin. Ils permettent à d'autres développeurs de le faire. Et donc, il fallait qu'on ouvre la plateforme. Après, pour être très honnête, on choisit un peu nos batailles et le focus. Aujourd'hui, le focus est vraiment dans l'évangélisation et d'avoir plus d'utilisateurs. Je vois tout ce qui est plugin et template à une façon de nous aider vers ce but, mais on n'est pas encore en train d'optimiser l'écosystème pour les revendeurs. Okay. Ouais. En plus, c'est assez important pour nous en fait qu'il y ait beaucoup de contenu gratuit au début. Je n'ai pas envie que la plateforme devienne trop commerciale trop tôt. Okay. Je pense que c'est le cas. Déjà, il y a énormément de plugins que vous avez fait, Bubble, ou que la communauté a fait. Est-ce que la majorité d'ailleurs de ceux qui sont gratuits, ce sont vous qui les avez développés, ou tu dirais que c'est aussi la communauté? Ah non, aujourd'hui, c'est plus la majorité. Aujourd'hui, je pense qu'on a dû en faire une centaine sur 600. Donc, okay. Là, aujourd'hui, la communauté a vraiment pris le relais. A pris le relais, là. Ouais. Alors, j'ai 2 dernières petites questions avant qu'on te laisse et qu'on te remercie. Est-ce que tu seras à la conférence No Code de Webflow en novembre? Je suis pas sûr, parce que je suis à Web Summit la semaine d'avant au Portugal pour présenter ce qui est plus grand impact pour promouvoir le no code, pour être honnête. Et du coup, ça fait beaucoup de voyages parce que c'est à San Francisco. Je vais voir, mais je suis pas sûr. Et la dernière petite question, juste par curiosité, si toi tu faisais pas Bubble, que tu avais un side project à faire avec Bubble, qu'est-ce que ça serait? Intéressant comme question. Je me suis jamais posé la question. Je me suis jamais vraiment dit que je pouvais faire autre chose depuis 7 ans, pour être honnête. Probablement des choses autour de la démocratie participative ou des choses comme ça. Pour moi, la politique est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Je suis très inquiet plus en plus de voir la déconnexion entre les élites et les populations. Je pense va de pire en pire, en particulier en Europe. Et donc, j'essaie de réfléchir à une façon de certains produits qui pourraient aider pour ça. Alors, je sais pas, ça a déjà été beaucoup tenté, ou il y a des plateformes où les gens peuvent comparer les programmes des candidats, mais je pense qu'il y a sans doute des choses à faire plus intéressantes pour essayer de faire émerger des idées. C'est probablement quelque chose que je ferais. Mais bon, cela dit, je suis pas en train de changer de boulot. Hein, donc, Pour l'instant, t'es bien occupé déjà. Ouais. Merci beaucoup. Erwan, je sais pas si tu avais peut-être une dernière question, ou Emmanuel, si tu veux ajouter quelque chose. Non, je t'enjoins à nous signaler si tu vas à la conférence No Code à San Francisco, parce qu'on y sera. Ce sera un plaisir de te croiser. Et puis voilà, on se tient au courant de façon à fond de ce que vous faites, parce que tu es conforme dessus aussi. Et même qu'on commence à avoir des demandes, comme tu disais, des grandes entreprises ou des petites structures pour faire des choses avec Bubble, on reste connecté sur ce que vous publiez. Tout ça. Toujours, évidemment. Non, mais c'est que je vous fais signe si par hasard je suis à San Francisco. Ou à Paris la prochaine fois. Ou à Paris, ouais. Bon, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.